Que ce soit sous la terre ou couverte de végétation, les architectures camouflées ont un avantage indéniable, elles font corps avec la nature. S'intégrant parfaitement avec le paysage aux alentours, c'est vu du ciel que ces bâtiments prennent toute leur ampleur. Nous sommes allés aux quatre coins de la planète à la découverte de ces éco-habitats où il fait bon vivre. En Corée du Sud, à Séoul, l'université souterraine pour femmes, imaginée par l'architecte français Dominique Perrault, donne un visage inattendu à la ville. Au Portugal, l'hôtel Rio do Prado, en plus d'être ultra design, s'offre le luxe d'être presque invisible. Mais partons tout de suite dans les Pyrénées, sur le célèbre col de Bagnères de Bigorre, à la découverte d'une bergerie en totale osmose avec la montagne. C'est au pied des Pyrénées, à Bagnères de Bigorre, qu'une bergerie du 19e siècle s'est faite très discrète pour s'offrir un profond lifting résolument contemporain. Enseveli sous 500 mètres cubes de terre, ce bâtiment de 80 mètres carrés d'acier et de verre a parfaitement su se fondre dans la colline pour laisser place à la nature environnante. On n'est pas là pour marquer le territoire, on n'est pas là pour se montrer, c'est pas du tout une architecture démonstrative, bourgeoise, etc. C'est plutôt quelque chose qui a de la retenue, du retrait. C'est quand même quelque chose, on va dire, d'assez futuriste, c'est quelque chose, vous pouvez courir à 100 km à la ronde, il y a plein de dessins comme ça. Personnellement, moi je l'ai accueilli très bien, quoi. C'est quelque chose de pittoresque dans la vallée, quoi. C'est une innovation. C'est complètement caché dans la nature, quoi. Il n'y a que la façade qui... Et puis c'est mignon, ça dérange personne, ça fait joli. Moi, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'une maison se construit, qu'elle soit noyée dans le paysage, qu'on ne la voit pas comme une verrue. Celle-ci, elle est très bien intégrée, on ne la voit pas, donc c'est extraordinaire. Moi, j'avais quand même le souci, peut-être parce que j'aime trop les gens du coin, les gens de la montagne, si vous voulez, j'avais le souci de respecter leur cadre de vie, leur patrimoine et tout ça. Et donc, bon, lorsqu'on a dessiné ça avec Jean-Manuel et ma femme, si vous voulez, on a essayé de faire quelque chose qui s'intégrerait le mieux possible. Le chantier s'est passé, petit à petit, je n'ai invité personne, je les ai tous laissés venir voir. Et puis un jour, ils m'ont arrêté les uns les autres pour m'expliquer « Ah ouais, c'est bien, c'est ceci, c'est... » Vous verrez, quand l'herbe poussera, ça sera encore plus intégré. Quand j'aurai mis des bûches devant, ça sera encore plus joli. Ça ne me déplairait pas d'habiter dans ce petit truc, dans ce petit cabanon, voilà, c'est... Un challenge qui, au départ, je trouve, était quand même un peu, on va dire, un peu engagé, un peu fort. Bon, ben clairement, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, je suis très content. On ne fait pas de l'architecture sans se reconnecter à tout ce qui s'est fait. On n'invente rien en architecture, on fait juste que reprendre des éléments et les ramener avec une nouvelle façon de construire, une nouvelle économie, une nouvelle façon de vivre. Ça, c'est très révélateur d'une nouvelle façon de vivre. L'intérêt de ces grands jeux-là, c'est qu'on se protège de la nature, on rentre, il y a des petites ouvertures, on se protège du mauvais temps. C'est donc le bon sens de la construction de cet habitat pyrénéen. Et
Et là, en revanche, l'idée, c'était d'essayer de se projeter dans la nature, de profiter bien sûr de la vue, du soleil, différentes saisons, d'être vraiment immergé dans le paysage. On n'a pas voulu développer des éléments technologiques ou autres pour qualifier ce bâtiment d'environnemental. Ce n'était pas du tout le sujet. En revanche, c'était plutôt cette idée d'une architecture bioclimatique très intégrée dans le site. On l'a incisé, on a vraiment creusé le terrain pour venir implanter ce bâtiment qui s'adosse, un peu comme on le faisait dans les pentes des bâtiments pyrénéens, par exemple les hauris dans la montagne pour protéger les bêtes, qui sont très souvent ce genre de petits édicules de cette façon-là. L'impact environnemental, si vous voulez, clairement, il a été fort pendant les travaux, ça c'est certain, mais après, je n'étais pas très inquiet. C'est-à-dire, je savais que par exemple, en récupérant toute la terre végétale qu'il y avait sous ma fondation, dans l'emprise du bâtiment, je remettrai tout ça sur le bâtiment à la fin, et donc je retrouverai le terrain initial, d'une part. D'autre part, tout ce qui me sert de bois de chauffage, si vous voulez, que je coupe dans la forêt, pour me chauffer tout l'hiver, ou lorsqu'on est là, je savais que ça aussi, ça l'intégrerait. L'idée d'enterrer le bâtiment et d'y mettre un maximum de terre dessus, c'est pas une idée qui est venue par hasard, quoi. C'était vraiment économiser l'énergie et se dire qu'en remplissant tout ça de terre, nécessairement on isolait ce bâtiment. La température ici descend rarement en dessous de 10 degrés. Je me chauffe qu'avec du bois de ma forêt. 80% d'énergie de chauffage de la grange et d'ici sont avec du bois. Orientée plein sud, cette bâtisse profite au maximum des apports du soleil et pour renforcer l'isolation, un parquet massif a été installé au sol et de larges fenêtres à rupture de pont thermique évitent toute perte de chaleur. L'herbe que vous voyez ici, c'est de l'herbe qui pousse à partir de fleurs de foin. C'est, si vous voulez, ce qui reste au fond des granges lorsque les paysans ont fini de nourrir leurs bêtes à la fin de l'hiver. Une espèce de poussière qui n'est faite que de graines de fleurs du coin. Et en la ressemant, j'ai vraiment le sentiment de restituer, si vous voulez, la végétation qu'il y avait ici avant que je ne commence les travaux. On l'utilise pour les loisirs, cette pièce, évidemment. Moi, je sculpte à temps perdu, j'aime bien ça. Ma femme fait de la mosaïque. Un bon disque de musique classique ou de jazz, si vous voulez, et puis on est les rois du monde. Quand on voit ça, on peut dire qu'on est privilégié. On peut dire qu'on est privilégié, c'est vrai. Je reviens 60 ans en arrière, quand j'avais 3 ou 4 ans. C'est sûr que c'est là que je me suis... C'est là que je me retrouve, c'est là que je m'exprime, c'est là que si j'ai des soucis, je viens me concentrer. Voilà, c'est vraiment un endroit de... C'est mon endroit. En Corée, l'université de femmes d'Iwa, qui s'est dotée d'un complexe architectural des plus innovants, se trouve dans le quartier très animé de Sinchon, à Séoul.
On ne sait pas si c'est une nature naturelle ou une nature artificielle. On ne sait pas si on se trouve sur un bâtiment ou bien sur un morceau de pleine terre. L'idée de construire un paysage plutôt qu'un bâtiment, c'est justement créer une ouverture de ce campus sur le quartier, sur, je dirais, l'environnement au sens large. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons reconstitué la topographie existante, originelle. C'est-à-dire, nous n'avons pas inventé la colline. La colline était là au début de l'université. Nous avons retrouvé, si je puis dire, la forme naturelle du site, du terrain, du campus, et c'est dans cette forme naturelle que l'on a incrusté l'architecture. Si on avait construit un bâtiment de 65 000 m² directement sur le sol, les autres bâtiments auraient été cachés et n'auraient plus bénéficié de la lumière. Cela aurait été dommage. C'est pour cela que l'architecte a décidé de construire sous terre. On appelle cela faire de l'architecture paysagère, parce que ces caractéristiques font que le bâtiment s'intègre naturellement avec le paysage et les autres bâtiments déjà existants. La nature, c'est le toit, c'est le bouclier presque, c'est la couverture au sens vraiment de la couette. C'est une couverture qui est épaisse, elle est extrêmement protectrice, et là aussi elle est parfaitement, si je puis dire, dans la morphologie d'un bâtiment protégé, et donc d'un bâtiment avec une inertie extrêmement forte. Donc ce bouclier qui offre un morceau de parc est en fait un bouclier de protection thermique. Enfouir l'architecture était la meilleure chose à faire pour ne pas gâcher le paysage. Les gens aiment cet endroit parce que l'on n'a pas l'impression d'être sur le toit d'un bâtiment, mais plutôt dans un jardin. Comme vous pouvez le voir, il y a ces deux tours. Elles aspirent l'air chaud en été et l'air froid en hiver, et l'envoient au sous-sol. C'est le principe de la géothermie. L'air est continuellement aspiré et entre en contact avec les murs. Une fois à l'intérieur, il prend naturellement la température des murs. Frais en été, chaud en hiver. On appelle cet endroit le passage d'air. Nous avons inventé cet espace pour laisser passer l'air aspiré. À chacun des 6 niveaux du bâtiment, il y a les mêmes passages d'air. Le vent qui circule dedans permet une ventilation suffisante et la température de l'air peut être contrôlée. On a fait une étude pour mesurer les économies d'énergie réalisées par ce type d'installation. Après mesure, cette étude a révélé qu'avec ce système, on consomme 30% d'énergie en moins qu'un bâtiment classique. Ce qui, pour un tel bâtiment, est plutôt appréciable. Économe en énergie et éco-responsable, ce bâtiment est agréable à vivre grâce à ses façades vitrées et lumineuses.
Normalement, dans un bâtiment classique, l'éclairage est assuré en continu par des spots. Mais ici, même sans lumière artificielle, les étudiantes peuvent quand même travailler. Grâce aux nombreuses façades vitrées, la luminosité est meilleure. Même les pièces qui se trouvent le plus vers l'intérieur peuvent bénéficier de la lumière. En utilisant cette lumière naturelle, on économise de l'énergie. 불을 꺼도 자연 채광을 느낄 수 있게 되어 있어서 에너지 절감 효과가 아주 크다고 할 수 있습니다. Je viens ici tous les jours. Je me sens bien dans cet endroit. En plus, c'est un lieu très fonctionnel. Il y a tout ce qu'il faut et on y circule bien. Je vois même souvent des anciennes étudiantes venir jouer avec leurs enfants. Grâce à son architecture très élégante, très fonctionnelle, les gens aiment venir passer du temps ici. C'est vraiment bien. La force de ce bâtiment, c'est le fait qu'il soit présent tout en étant absent. C'est-à-dire que au début, on n'en a pas la perception complète. Et puis lorsqu'on passe par la vallée, ou bien lorsqu'on vient en partie haute, on découvre toute cette organisation de paysage. À ce moment-là, il y a une espèce de perception et donc de compréhension du site que l'on n'avait pas imaginé. Et ça reste gravé dans les mémoires comme une expérience physique, une expérience, je dirais, intime, personnelle. Sur la côte ouest du Portugal, la commune d'Óbidos séduit immédiatement par le charme de sa citadelle et la vue imprenable depuis ses remparts. C'est dans cette petite ville médiévale que loge un hôtel pas comme les autres, qui se distingue des habitations voisines. L'architecture, ça nous fait souvent penser à de gros bâtiments, à des superstructures. On peut aussi avoir l'impression que l'architecte nous dit « Voici le message que j'ai à faire passer, regardez comme je suis important ». Ici, c'est tout le contraire. J'ai voulu quelque chose de discret, presque un secret. Telmo Faria, l'ancien maire de la ville, a créé ce lieu entièrement pensé pour se fondre dans le paysage et offrir à ses clients une véritable symbiose avec la nature. C'est pas facile de trouver cet endroit. Je crois même qu'on a réussi facilement à trouver notre chemin la 3e fois qu'on est venu. Même le GPS ne connaît pas. C'est donc parfait. Le Portugal a beaucoup à offrir. On a près de 40 000 hôtels. Un nouvel hôtel est donc la dernière chose dont nous avons besoin. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau concept. Et je pense que le tourisme créatif, le tourisme vert et le développement durable sont les maîtres mots. D'ailleurs, ils s'inscrivent au cœur de notre projet. L'architecture enterrée fait d'une certaine manière référence à la construction traditionnelle portugaise. Historiquement, il y a beaucoup de maisons rurales comme ça. Pour ce projet, mon travail a surtout consisté à intégrer le plus possible le bâtiment dans la nature environnante, avec cette idée que le paysage prime sur l'architecture et l'influence. Quand j'ai commencé à travailler ici, c'était un terrain vague.
Au départ, je suis venu comme maçon, employé par une autre entreprise. J'ai aidé à la construction des petites maisons. Puis finalement, je suis resté travailler à l'hôtel. Avec un autre collègue, on a même conçu la piscine et cette serre. Pour la décoration, on a utilisé des matériaux recyclés. Tout autour, on a 4000 hectares de forêt d'eucalyptus. On est donc allé rencontrer les propriétaires et on leur a demandé si on pouvait utiliser les déchets dont ils se débarrassent tous les 2 ans. Ils nous ont répondu qu'il n'y avait aucun problème, qu'ils payaient même des entreprises pour se débarrasser de tout ça et qu'ils nous donnaient leurs déchets volontiers. On a donc réalisé les pare-soleils des chambres en eucalyptus. Tout est recyclé. Je trouve ça bien. C'est à la fois simple et original. Et tout le monde peut faire ça chez soi. Cet hôtel m'inspire. J'adore cette réalisation. Je voudrais faire pareil chez moi. L'hôtel possède 15 suites, chacune conçue comme des petites boîtes entièrement recouvertes de terre et de verdure. Ça, ce sont des anciens cageots à fruits que l'on a récupérés du village d'à côté. Ils servaient à stocker des pommes et des poires. Imaginez, vous êtes en train de vous brosser les dents et vous avez l'impression d'être dans l'herbe, dans la nature. L'utilisation de toute cette terre au-dessus des maisons nous permet d'avoir une très bonne isolation et une très forte inertie. Du coup, on a une faible variation de température à l'intérieur des bâtiments. Pour moi, simplicité et développement durable devraient décrire l'architecture de demain. Ces deux concepts doivent être associés pour créer quelque chose de très haute qualité. J'aimerais un jour concevoir un projet comme celui-là. C'est magnifique et ça s'intègre très bien au paysage. La ligne directrice de notre investissement était de payer le moins possible et être le plus écologique possible. C'est comme ça que nous avons procédé. On a 27 panneaux solaires et nous vendons l'électricité produite à la Compagnie nationale d'électricité portugaise. On vend 6 fois plus d'électricité que ce que nous consommons. L'intérêt de travailler ici, c'est que les tâches ne se ressemblent pas. C'est tous les jours différent. Et on a de la chance de pouvoir innover, de fabriquer des objets qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est un peu comme si on était des pionniers. Ici, on échappe au stress du quotidien. On a des vies professionnelles bien remplies, on est toujours en train de courir, et quand on arrive ici, on retrouve une certaine tranquillité d'esprit, on se détend.
Je pense que le lien avec les autres et avec la nature est essentiel. Et se retrouver ici à écouter les grenouilles coasser, ça détend. Vous ne trouvez pas que c'est mieux que d'écouter une aria de Beethoven ou de Mozart? C'est un privilège d'être là.